Et One Life, en fait, c'est une équipe d'aujourd'hui 150 personnes avec, je dirais, 10 milliards d'actifs sous gestion. Plus on est riche, plus on peut avoir de typologies d'investissement différentes. Ce que j'ai pu constater, c'est plutôt ce côté haute couture, en fait, oui. du contrat. C'est vraiment du sur-mesure. Quand on pense que les meilleurs contrats d'assurance vie français ont quoi, 15, 20 sociétés de gestion maximum en mandat de gestion, Ouais. tu me dis, vous en avez 200, 250. C'est un peu comme si on était en Ferrari et qu'on était bridé à 50 à l'heure. On voit qu'aucun contrat ne se ressemble. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous et avec Anne-Carine Poligny-Gentil, responsable des partenariats France chez One Life. Bonjour Anne-Carine. Bonjour Philippe, merci pour cette invitation. On va parler d'assurance vie au Luxembourg, d'assurance vie de droit luxembourgeois ou encore luxembourgeoise. Une enveloppe d'investissement effectivement réalisée à destination d'une typologie d'investisseurs plutôt aisée. Alors on verra vraie idée ou fausse idée, mais pour l'instant, que peux-tu nous dire de One Life et de l'assurance vie déjà en introduction ? Alors, One Life, tout d'abord, est un assureur luxembourgeois qui a 33 ans d'existence sur la place luxembourgeoise. Nous sommes aujourd'hui filiale du groupe Apicil depuis 2019. Et One Life, en fait, c'est une équipe d'aujourd'hui 150 personnes, basée principalement à Luxembourg, avec, je dirais, 10 milliards d'actifs sous gestion et des marchés d'expertise en Europe, qui sont aujourd'hui au nombre de 8 marchés d'expertise, puisqu'on travaille bien sûr en France et au Luxembourg, mais aussi en Belgique, où One Life est le premier assureur luxembourgeois, en Espagne, au Portugal et dans 3 pays nordiques que sont la Finlande, le Danemark et la Suède. Super, ah oui, donc très international déjà dans l'approche. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà rapidement sur l'assurance vie au Luxembourg ? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport au contrat d'assurance vie de droit français, un petit peu de monsieur et madame tout le monde ? Alors, l'assurance vie luxembourgeoise, au niveau du cadre fiscal, est très clairement similaire à ce qu'on connaît en France. Ce qui va véritablement changer, c'est le cadre légal du secteur de l'assurance. Pourquoi ? Parce que le Luxembourg permet une protection singulière du patrimoine du souscripteur grâce à une mécanique qu'on appelle en fait le triangle de sécurité et le super privilège du souscripteur. Donc ces deux points ont fait, une certaine notoriété de l'assurance vie luxembourgeoise parce qu'il y a un environnement très protecteur qui attire effectivement les investisseurs, internationaux. Mais oui. Alors, triangle de sécurité, effectivement, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, le triangle de sécurité, c'est le fait pour un souscripteur du contrat d'avoir ses actifs qui sont déposés auprès d'une banque dépositaire, mais sur un compte isolé, contrat par contrat. Donc, ces actifs, en fait, sont vraiment séparés de ceux de l'assureur et de la banque dépositaire qu'il va choisir. Et ces actifs déposés et transformés en unités de compte vont donc être protégés sans plafond par rapport à ce qu'on peut connaître, dans l'environnement européen. D'accord, donc par rapport en fait à un contrat d'assurance vie en France, il n'y a pas cette notion de garantie, entre guillemets, à hauteur de 70 000 € par assuré, on est d'accord ? Tout à fait, tout à fait. Le triangle de sécurité protège en fait le nombre d'unités de compte déposées par le souscripteur du contrat auprès de la banque dépositaire. Une garantie illimitée, quelque part. Tout à fait, à partir du moment où les actifs sont véritablement déposés en unités de compte. Ça, c'est important. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'on peut avoir des fonds en euros dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg ? C'est possible d'avoir un fonds euro dans un contrat luxembourgeois. Il y a deux possibilités avec des fonds euros qui sont réassurés en France et d'autres qui sont réassurés au Luxembourg. Ça fait une différence, ça, par rapport à la loi Sapin 2, le fait que le fonds euro soit réassuré en France ou pas ? La loi Sapin 2, en fait, sur les contrats français, permet à certains assureurs ou permettrait à un assureur de demander en fait un blocage des capitaux, 3 mois reconductibles 3 mois pour avoir le temps en fait de liquider des positions et de donner droit en fait au rachat demandé par les souscripteurs. Donc cette loi Sapin 2 s'applique sur les fonds euros français. Donc un contrat luxembourgeois qui posséderait un fonds euro réassuré en France serait de facto soumis à la loi Sapin 2. Ce qui n'est pas le cas des fonds euros, réassurés au Luxembourg. Donc effectivement, une garantie illimitée et en plus une protection contre la loi Sapin. Donc c'est déjà dans l'environnement un petit peu actuel, parfois un peu anxiogène qu'on peut avoir, c'est quand même un bon argument à mettre en avant. Tout à fait. Donc ça, c'est
pour toi vraiment la première force en fait, du contrat luxembourgeois, c'est la protection qu'offre le Luxembourg par rapport aux investisseurs en fait. Tout à fait. Le deuxième point fort du contrat luxembourgeois, ce sera ensuite véritablement pour un investisseur d'avoir accès à ce qu'on appelle une architecture ouverte sur les sous-jacents financiers, sur les investissements financiers qu'il va pouvoir faire, puisqu'il existe 2 compartiments sur le contrat luxembourgeois qu'on appelle le fonds interne dédié et le fonds d'assurance spécialisé, qui sont des univers qui permettent véritablement un choix très personnalisé des actifs financiers en fonction du souscripteur. C'est pas uniquement effectivement des supports, une liste d'unités de compte qu'on peut trouver comme un contrat de droit français en fait tout simplement. Là, l'univers il est là aussi en quelque part un peu illimité. On peut mettre ce qu'on veut. Complètement. On a un large choix, que ce soit en matière d'OPCVM, de TF, de produits structurés, de titres vifs, de private equity. Cependant, il faudra toujours regarder de près, je dirais, la catégorie de l'investisseur, la catégorie du souscripteur. Et ça, c'est effectivement déterminé par la réglementation luxembourgeoise. Ah, c'est la fameuse circulaire L15-3. Exactement, du commissariat aux assurances, qui, en fonction du ticket d'investissement fait par le souscripteur et de son niveau de fortune mobilière nette déclarée, va le catégoriser selon des lettres, N, A, B, C ou D. Et en fonction de ces catégories, les actifs, je dirais, choisis seront plus ou moins accessibles dans des proportions différentes. Ok, donc si je schématise, plus on est riche, plus on peut plus on peut avoir de typologies d'investissement différents. C'est ça, effectivement, la philosophie, c'est de considérer qu'un investisseur qui a déjà un certain niveau de fortune mobilière a plus d'expérience potentiellement et à ce titre-là est en capacité d'avoir accès à plus de sous-jacents financiers ou en tout cas dans des proportions plus élevées. FID, FAS, donc fonds internes dédiés, fonds d'assurance spécialisés. On peut parler aussi de FIC, parfois, des fonds internes collectifs, il me semble. Tout à fait. Les fonds internes collectifs qu'on retrouve plutôt dans un univers, cette fois-ci, de gestion collective, sont des fonds qui peuvent être créés alors ou à l'initiative de l'assureur avec une société de gestion sur une thématique identifiée qui peut être intéressante pour les clients, mais aussi à la demande de clients ou de cabinets avec lesquels on peut travailler et qui souhaitent créer en fait un fonds dédié qui sera proposé à l'ensemble de leurs clients. Okay. Donc ça, c'est vraiment une solution sur mesure créée avec l'assureur. Est-ce que je peux faire le raccourci de comparer ça à un mandat de gestion comme on pourrait l'avoir un petit peu sur les contrats de droit français ? Oui, en quelque sorte. Il y a un environnement qui va être choisi avec une société de gestion et évidemment selon un profil et une stratégie déjà déterminés. Donc c'est un mandat de gestion effectivement déterminé pour différents clients. Tout à l'heure, je disais en introduction effectivement que le contrat d'assurance vie luxembourgeois réservait une certaine typologie d'investisseurs parce que le minimum d'accès est quand même de 250 000. Voilà. Donc, en fait, pour accéder à cette solution qui est très protectrice et sur laquelle on peut faire à peu près tout, il faut quand même pouvoir mettre 250 000 € sur le contrat. Tu confirmes ? Exactement. Alors, le ticket d'investissement est propre à chaque assureur luxembourgeois qui peut effectivement avoir un ticket plus ou moins élevé en fonction de... Ah oui, parce que c'est pas réglementaire, mais ça dépend, c'est une politique de l'assureur. Exactement. D'un point de vue réglementaire, l'accès au FID et au FAS, donc au fonds interne dédié et au fonds d'assurance spécialisé, le ticket réglementaire ou le seuil d'accès réglementaire, c'est 125 000 €. Après, chaque assureur effectivement décide, je dirais, le niveau tout simplement qu'il souhaite mettre comme seuil d'accès. Chez One Life, c'est 250 000 € pour entrer sur un FID et sur un FAS. Et il faut effectivement, alors ça par contre c'est réglementaire, que le client, que le souscripteur du contrat ait au moins 250 000 € de fortune mobilière nette déclarée. Ça c'est vraiment important et réglementaire, c'est-à-dire qu'un client qui n'aurait pas ce niveau de fortune mobilière nette ne pourrait pas accéder au FID et au FAS. Et justement, cette notion de net, parce que je sais qu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter, est-ce que tu peux nous la préciser ? Parce qu'il y a une question de passif aussi qu'on déduit en fait. Oui, tout à fait. La fortune mobilière nette, c'est évidemment tout le financier, on va dire tout l'environnement financier d'un client, mais il faut qu'il retire normalement toutes les dettes de toute nature de son patrimoine. Y compris immobilière. Effectivement, normalement. Okay. Tout à fait. Ah ouais, donc on déduit en fait le passif immobilier de sa fortune mobilière pour faire
pour déterminer en fait l'accès et la classe, hein, N, A, B, C, D. Ok, exactement. Très clair. Super, top. Alors, très intéressant. J'avais effectivement, juste pour cette petite précision, on parle parfois de phase buy and hold, de phase gestion conseillée. C'est quoi rapidement, puis après on arrêtera peut-être de discuter des différentes enveloppes, mais c'est quoi la différence de ces deux points, deux enveloppes? Alors, le phase buy and hold est plutôt un environnement, on va dire, de courtage d'assurance pur et plutôt un environnement pour détenir des actifs financiers qui ont vocation à être conservés, qui n'ont pas vocation à effectivement être arbitrés régulièrement, etc. Donc, c'est une enveloppe voilà, qu'on peut retrouver aisément pour des supports, par exemple, de private equity, Produits structurés. sur du produit structuré, exactement. Le phase gestion conseillée, là, va plutôt être un environnement où le conseiller qui doit avoir la casquette CIF, conseiller en investissement financier, va plutôt être en accord avec le client pour avoir une allocation qui peut être, je dirais, plus avec un peu plus de mouvement. Concrètement, il ne s'agit pas d'avoir des arbitrages trop réguliers. Le but n'est absolument pas d'arriver à un compte titre, c'est absolument pas le sujet, mais en tout cas de mener une gestion sur des actifs qui peuvent avoir nécessité, où il peut y avoir nécessité d'être arbitré. Exactement. Okay. Donc on va retrouver plutôt un environnement au PCVM, ETF, par exemple. D'accord, ok. Ouais, qui s'y applique bien pour ce genre de cas. Ok, très clair. Alors, on a parlé tout à l'heure vraiment triangle de sécurité. Tu as évoqué la notion de super privilège. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette notion de super privilège? Sous triangle de sécurité, on a compris que c'était effectivement une ségrégation en fait, des avoirs. Mais c'est quoi concrètement cette notion de super privilège et par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur un contrat d'assurance vie de droit français, qu'est-ce que ça pourrait entraîner? Alors, le super privilège, c'est le fait pour le souscripteur du contrat d'être un créancier de premier rang par rapport à tous les autres créanciers de l'assureur. Et donc, en cas de difficulté ou de faillite de l'assureur, il viendrait en premier rang pour récupérer ses avoirs. Ça veut dire qu'il passe effectivement avant l'État, avant les organismes sociaux, tous les créanciers. D'ailleurs, en France, l'assureur, enfin le créancier, l'assuré, pardon, 4e position, non? J'avoue que j'ai un doute sur la position. Je crois que c'est ça. Donc là, en fait, tu es numéro 1, c'est top. Voilà, c'est ça. Okay. Tu as quand même plus de chances de récupérer tes fonds exactement, que quand tu passes derrière l'État. Voilà, c'est ça. Et les salariés au passage. Au passage, exactement. Aussi, alors justement, c'est pour toi, c'est cette notion de protection, c'est vrai ou c'est une notion marketing? Non, c'est un vrai avantage? C'est un vrai avantage parce que ça permet de rassurer face à des clients qui ont un patrimoine important. Mais c'est aussi, le Luxembourg a aussi un autre atout, c'est que c'est un pays noté triple A. D'accord. Et ça depuis, je dirais, de nombreuses années, parce qu'il y a une vraie stabilité économique et politique dans cet environnement. Donc il y a peu de pays notés AAA, donc c'est aussi rassurant pour les investisseurs. Et le Luxembourg, petit pays avec un peu plus de 640 000 habitants, reste quand même le deuxième centre financier en termes de fonds d'investissement. Alors le premier centre européen et le deuxième au monde, après les États-Unis, avec une véritable expertise aussi sur les fonds d'investissement. Donc c'est vraiment des richesses qui sont importantes pour les investisseurs et qui effectivement attirent de par le monde entier. Ça me fait penser, aujourd'hui, sur la partie Luxembourg, souvent on pourrait se dire, mais est-ce que c'est un paradis fiscal? Est-ce que quand on, alors, hormis les obligations de déclaration des contrats à l'étranger, peut-être on aura l'occasion d'en revenir, parce que ça, il faut quand même faire attention, puis l'administration fiscale, avec les échanges de données maintenant, elle ne pardonne pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir rapidement cette appréhension, ok, je vais ouvrir un contrat d'assurance vie au Luxembourg, c'est de l'évasion fiscale vers un paradis fiscal, et c'est, entre guillemets, on a pas mal de nos clients, quand on évoque le sujet, oui, l'assurance vie au Luxembourg, ça pourrait être intéressant pour vous, pour telle raison. Ah, mais c'est de l'évasion fiscale. Alors aujourd'hui, il y a une vraie transparence fiscale et c'est très important de le préciser aux clients. Il y a une transparence avec un échange de données, donc ça veut dire que de toute façon, les assureurs traduisent donc à l'administration fiscale luxembourgeoise l'intégralité des avoirs des souscripteurs et
l'administration luxembourgeoise le communique en fait aux autorités fiscales françaises. Donc il y a un vrai échange de données. Ok. Donc il faut rassurer les souscripteurs en leur disant que leur contrat est aujourd'hui complètement transparent. Ils ont effectivement la nécessité de le déclarer tous les ans dans leur 2042, au moment au mois de mai, clairement. Et c'est un environnement qui est transparent, avec les mêmes exigences en termes, je dirais, d'origine des fonds quand on souscrit un contrat, de traçabilité. Donc ce sont des contrats qui sont très respectueux maintenant de la fiscalité et de l'environnement réglementaire qu'on a aujourd'hui. Alors, pourquoi tu dis maintenant ? Il peut y avoir effectivement dans l'esprit de certains clients, de par le passé, une image tout autre du Luxembourg, puisque toutes ces obligations et toute cette transparence n'existaient pas il y a plusieurs années de ça, effectivement. Et du coup, ça m'amène à une question dans la continuité, parce que ça reste quand même, l'assurance vie en elle-même reste quand même une super enveloppe fiscale, justement. Alors là, tout à l'heure, tu nous disais One Life présent, si j'ai bien écouté, Belgique, Espagne, parce que je sais qu'il y a des contrats espagnols, Luxembourg, Portugal, ok, j'avais peut-être un peu oublié, mais on parle de contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois pour une personne, en l'occurrence là, pour ce qui nous concerne, qui est résidente fiscale française. Okay, quand tu mets en place un contrat d'assurance vie luxembourgeois pour une personne qui est résidente fiscale au Portugal, c'est un contrat avec la fiscalité du Portugal. Okay. Donc, ma question, en fait, c'est la fiscalité, pour rebondir un peu là-dessus, est la même fiscalité que l'assurance vie française, en fait. Complètement. Il n'y a pas de... Complètement. Okay. Le contrat est luxembourgeois, mais la fiscalité est celle d'un... Si on est face à un souscripteur qui est résident fiscal français, c'est bien la fiscalité française qui s'applique à lui. Okay. Et si demain, cette personne déménage et va s'installer dans un autre pays, eh bien, ce sera la nouvelle fiscalité de son pays de résidence qui s'appliquera. Et c'est ça une grande force des contrats luxembourgeois, ce qu'on appelle la portabilité des contrats, effectivement, où le régime fiscal va suivre en fait la personne en fonction de son lieu de résidence. Tout à fait. Tout à fait. Le contrat sera, d'un point de vue fiscal, sera regardé par rapport à la nouvelle législation du client, du souscripteur du contrat, pour savoir quel sera l'environnement fiscal applicable. Ouais. Donc il y a des pays sur lesquels on a une certaine vue, pas surtout parce qu'on ne peut pas avoir cette connaissance effectivement sur tout l'environnement international, c'est trop compliqué. Donc quand on a une certaine vue, on peut accompagner le client, et sinon c'est évidemment du ressort du souscripteur de s'inquiéter au moment de son déménagement auprès d'experts locaux pour savoir quelle sera la fiscalité applicable. Parce qu'il y a même des pays où l'enveloppe même d'assurance vie en fait n'est pas reconnue. Et ça peut avoir des enjeux notamment assez importants par rapport à la clause bénéficiaire. Complètement. Okay. Donc en France, même régime que l'assurance vie de droit français. Exactement, que ce soit en termes de fiscalité durant la vie du contrat, rachat ou autre, ou que ce soit aussi en termes de capitaux d'essai, de traitement fiscal des capitaux d'essai. C'est exactement le régime français qu'on connaît, l'assurance vie française. Par contre, là où effectivement on peut avoir un petit avantage, c'est si on est amené à migrer, à s'expatrier, que ce soit pour développer un autre business ou parce qu'on a une proposition via notre employeur à l'international, c'est d'avoir une enveloppe fiscale, d'avoir une enveloppe, y compris fiscale, qui peut nous suivre et qui peut s'adapter sans faire jouer effectivement la convention fiscale entre la France et le pays de résidence, parce que là c'est directement en fait la fiscalité du pays de résidence qui va s'appliquer. Tout à fait. Le client emporte son contrat et sera, je dirais, avec une certaine fiscalité sur potentiellement la vie du contrat, sur les rachats, et un traitement successoral qui sera lié effectivement au régime du pays en question. Et du coup, ça m'amène une question. Vos clients sont plutôt des clients effectivement qui ont vocation à s'expatrier ou plutôt des clients français? C'est quoi, je dirais, la typologie du client type chez One Life? Alors, c'est très varié puisque nous travaillons sur plusieurs marchés. Concernant la France, nous avons effectivement une grande dominante de clients résidents fiscaux français.
Nous avons aussi des conseillers. Alors, nous ne travaillons qu'avec des conseillers, donc des conseillers en gestion de patrimoine français, mais ces derniers peuvent avoir aussi une clientèle à l'étranger. Bien sûr. Donc, nous avons aussi évidemment quelques contrats, quelques cas de clients qui sont ou déjà expatriés ou qui ambitionnent de s'en aller. Là, pour le coup, quand on est résident fiscal français, l'assurance vie au Luxembourg, sur cette partie-là, ne gagne pas si on fait le match. Tout à fait. Elle gagne sur plein de trucs. Voilà, l'aspect fiscal, aucune différence. Dans l'enveloppe globale aujourd'hui de l'assurance vie au Luxembourg, est-ce que c'est un contrat qui coûte cher, qui coûte plus cher qu'un contrat français dans son fonctionnement? Alors après, on peut rentrer dans le détail, bien sûr, mais... Alors, le contrat luxembourgeois va avoir un niveau de frais supérieur par rapport au contrat français lié à la banque dépositaire. D'accord. Dans un contrat luxembourgeois, on va avoir les frais de gestion du contrat. Bon, ça, c'est quelque chose de similaire à l'assurance vie française. Pour peu que nous ayons choisi l'enveloppe FID, fonds interne dédié, il y a une société de gestion qui va prendre ses frais de mandat. Ça, je dirais que c'est aussi similaire à ce qu'on connaît sur l'assurance vie française, qui peut aussi pratiquer le mandat. Et on va avoir par contre la banque dépositaire, qui n'existe pas dans le schéma du contrat français. La banque dépositaire qui, elle, va prendre ses frais aussi, principalement des droits de garde annuels. Donc, c'est une strate de frais supplémentaires. Cependant, le contrat luxembourgeois, si on prend par exemple le cas du FID, le FID permet de travailler avec les parts les moins chargées. Donc, quand on est sur de l'OPCVM, on va parler de parts clean share ou de parts institutionnelles. Il est possible de gérer des FID en ETF ou en titre vif, ce qui allège, je dirais, les frais pour le client. Donc, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si évident que cela. Faire un raccourci voilà, comme ça. De dire que le contrat luxembourgeois va coûter plus cher au client, puisqu'effectivement, il faut regarder tous ces paramètres-là. Et le comparer aux frais globaux, je dirais, sur les différents fonds du contrat français. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, quand on parle d'ETF, souvent c'est un peu moins chargé. Quand on parle de par clean share, effectivement aussi. Donc voilà. Et aujourd'hui, tiens, juste comme ça, on peut dans un FAS buy and hold, aujourd'hui, on peut accéder à combien de supports à peu près? On dit, tout à l'heure, on le disait encore, qu'on peut à peu près tout référencer. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'un bon contrat français. C'est quoi? C'est 1000, 1500, 2000 supports accessibles, on va dire, pour les meilleurs. Si je veux faire un FAS au Luxembourg, je peux mettre jusqu'à combien de supports? Dans l'absolu, si on parle d'OPCVM, par exemple, il y a pas de limite. Si on est sur ce qu'on appelle du UCIT, tout ce qui est OPCVM sous directive européenne, eh bien, il n'y a pas de limite. On peut aller chercher l'OPC qu'on souhaite. Okay. Il faut vérifier avec la banque dépositaire qu'elle soit en capacité d'ouvrir tous les fonds qu'on souhaite. Mais ça, c'est des choses qu'on sait travailler avec les banques dépositaires avec lesquelles on est en convention. Ok, donc on peut quand même mettre... Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre, justement? Alors, les actifs, je dirais, illiquides, donc les fonds, par exemple, private equity, sont des actifs qui doivent être en général quand même vérifiés par l'assureur luxembourgeois, parce que l'assureur luxembourgeois, comme ce sont des actifs illiquides, a ses propres conditions pour je dirais, les référencer. Ça va être quelque chose de similaire sur tout ce qui peut être aussi actions ou obligations non cotées. D'accord. Donc, des club deals, par exemple, des club deals sous forme obligataire. Tout ça doit être avalisé par l'assureur parce qu'effectivement, il y a des paramètres qui sont propres à chaque assureur et qui sont regardés avant de rendre un support éligible. Ça, c'est propre à l'assureur. C'est pas lié effectivement à la circulaire au Luxembourg. Ce sont des actifs qui peuvent être détenus dans le contrat luxembourgeois, mais chaque assureur peut avoir sa grille d'acceptation avec différentes conditions parce qu'on est sur des actifs illiquides. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Ce qui ne peut pas être détenu dans un contrat luxembourgeois aujourd'hui, ce sont par exemple les SCI et les SCPI.
Ah oui, alors Alors, qu'on voilà. en met entre guillemets facilement Dans le des contrat contrats de droit français. bien sûr. Alors parce que plutôt pour des raisons fiscales, hein, parce que ce sont des sociétés, je dirais, transparentes d'un point de vue fiscal, donc c'est pour ça que les assureurs luxembourgeois sont assez réfractaires là-dessus. On ne détiendra pas non plus d'immobilier physique, par exemple, dans un contrat luxembourgeois. Donc on est voilà, sur des actifs et sur des sous-jacents déjà très larges, mais il peut y avoir quelques exceptions. Et les cryptos? Alors, les crypto-monnaies, idem, pas en direct, mais sous forme de fonds, entre guillemets, d'OPC, typiquement ou d'ETF, etc. C'est possible, mais là, ça va être réservé à la plus haute catégorie à Luxembourg, donc les D. la fameuse catégorie D. Ouais, donc quand c'est particulier, c'est la catégorie D. Quand quand le sous-jacent financier n'est pas listé dans la lettre circulaire 15.3, donc d'ailleurs, elle date de quand? De mars 2015. Ah, ça commence à faire, parce qu'il y en a des trucs qui sont sortis depuis. Voilà. Je comprends mieux pourquoi il en faudrait une nouvelle version, en fait. Ok, d'accord. Donc ça fait 10 ans, il faudrait quand même faire une petite update, parce qu'il y a pas mal de classes d'actifs nouvelles qui sont arrivées, quoi. C'est quoi pour toi le profil type patrimonial d'une clientèle qui aurait un intérêt, pour ceux qui nous écoutent, à s'intéresser au Luxembourg plutôt qu'à s'intéresser à un contrat d'assurance vie de droit français? Alors, les clients qui ont, si on reparle des catégories, les clients qui ont au moins, je dirais, 1 250 000 € de fortune financière, et des clients qui ont par exemple déjà plusieurs contrats d'assurance vie en France, ça peut être intéressant en termes de diversification, parce qu'ils vont pouvoir venir chercher d'autres sous-jacents que ce qu'ils peuvent avoir dans leur contrat français. Il y a une vraie personnalisation dans le contrat luxembourgeois, surtout quand on est dans cette strate d'investisseurs. Donc, à minima, un investisseur catégorisé C ou D, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ces investisseurs vont avoir un panel très large, en fait, à leur actif. À quelques exceptions près, ils peuvent faire presque tout faire. Voilà. Ils vont aussi pouvoir choisir une autre devise que l'euro. Oui, c'est vrai. Point quand même, donc c'est aussi un point fort, parce que quand on a un certain patrimoine financier, la diversification patrimoniale, ça peut être aussi d'aller chercher une autre devise que l'euro. Bien sûr. Et puis d'aller véritablement chercher d'autres actifs financiers que ce qu'ils connaissent dans leur contrat en euros. L'assurance vie française aujourd'hui est encore en grande majorité en termes d'encours sur du fonds euro. En grande majorité. Bien sûr. Il y a aussi eu beaucoup d'engouement sur les supports immobiliers, que ce soit les SCI ou les SCPI. Dont on peut déchanter un peu au passage. Voilà, quand même. Et ces actifs, en fait, qui ne sont pas forcément, je dirais, ce qu'on vient chercher dans le contrat luxembourgeois, c'est vrai que justement, on va venir chercher plutôt des actifs plus d'investissement peut-être un peu plus risqués, mais ETF, titres vifs, private equity, produits structurés sur mesure. Et c'est là où justement on va pouvoir faire la différence par rapport à l'assurance vie française. Oui, l'assurance vie française, c'est pour l'investisseur français, quoi. Du fonds en euros, des actifs immobiliers. Oui, mais on commence un peu à avoir des unités de compte, à avoir certains produits qui... Les contrats s'ouvrent à beaucoup de choses maintenant, mais c'est vrai qu'en tout cas, quand on regarde aujourd'hui les encours qui sont portés sur l'assurance vie française, c'est encore à 80% sans problème en fonds euros. Donc c'est plutôt un profil avec des moyens financiers et un profil plutôt d'investisseur au sens propre du terme. Tout à fait. Investisseur moyen, long terme qui vient chercher d'autres sous-jacents financiers que ce qu'il a pu faire dans son contrat français. Donc c'est pas forcément ta première réponse, c'est pas la protection du Luxembourg. C'est pas ton premier argument. Non, mon premier argument, c'est plutôt l'architecture ouverte financière et le choix d'une diversité d'actifs sous-jacents presque nos limites, je dirais, quand on est face à ces catégories d'investisseurs. C'est, je pense, le premier argument du contrat luxembourgeois. C'est quoi le contrat le plus exotique que tu aies fait ? En termes de support d'investissement, en termes de montant, si tu veux, en termes de, je sais pas, le contrat le plus... ou que tu as fait, ou entre guillemets de l'histoire de One Life ou du stock, mais le truc le plus farfelu, quoi. Un chef d'entreprise qui a mis sa boîte dedans. Non, ça c'est pas possible. Bon. Alors, on peut mettre des
des actions d'une société D'accord. non cotée dans un contrat luxembourgeois. Donc l'investisseur doit être à minima COD. Par contre, il n'est pas possible pour l'investisseur de mettre les actions de sa propre société ou de son cercle familial. Il faudra qu'il soit complètement en dehors de ce qu'on appelle le board de la société. Ça peut être un associé passif, etc. Ça, c'est des choses qu'on a faites, effectivement, et qu'on fait d'ailleurs très régulièrement. Il faut que ce soit étudié par One Life, bien sûr, et on est en capacité de loger des actifs non cotés dans un contrat luxembourgeois. Ça, c'est des choses qu'on fait. Exotique, on a étudié pas mal d'obligations avec sous-jacent immobilier, donc des clubs deals immobiliers, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'exotisme, c'est pas forcément exotique, mais en tout cas, c'est une personnalisation vraiment d'acteurs qui ont pu aller trouver des solutions immobilières ou autres sur des actifs sur des clubs deals vraiment, je dirais, très particuliers, très confidentiels, et qu'ils ont souhaité amener dans leur contrat. Donc je dirais que ce que j'ai pu constater, c'est plutôt ce côté haute couture en fait du contrat. C'est un bon punchline, ça. Haute couture. Le contrat d'assurance vie haute couture. Voilà, haute couture. Très bien. Très bien. C'est tout à fait la réalité et la vérité. C'est tellement du sur-mesure. Pour rester dans la thématique. Je me souviens d'une carte, je change complètement de sujet, mais je me souviens d'une carte que vous aviez dans votre présentation où vous ciblez pas mal de pays différents, là où vous aviez justement ouvert des contrats. Et c'est vrai que nous, c'est des sujets qu'on regarde quand même pas mal à l'international. Aujourd'hui, vous avez un contrat qui pourrait, entre guillemets, être mis en place dans combien de pays à peu près ? Alors, donc en Europe, aujourd'hui, on travaille, comme je disais, sur 8 marchés d'expertise. En dehors de l'Europe, on peut avoir quelques pays dans lesquels on a fait des avis juridiques, donc une consultation auprès d'un expert local pour regarder l'environnement du contrat luxembourgeois. Donc ça peut être des territoires sur lesquels on peut aller. Dans ce cas-là, on aura une solution avec un contrat qui sera le contrat de la nationalité du souscripteur avec un avenant spécifique. Et on a une autre possibilité, c'est pour des clients qui sont des expatriés professionnels temporaires, qui ont pu garder par exemple des liens avec la France, qui ambitionnent de revenir un jour en France. Cette typologie de souscripteurs a la possibilité aussi, alors tout dépend du pays, il y a différents paramètres qui seront regardés, on regardera le pays, on regardera aussi, je dirais, la catégorisation du pays et par rapport à l'origine des fonds, ça c'est des données qui sont aujourd'hui importantes, mais des expatriés professionnels temporaires, on a la faculté aussi de leur proposer une solution, je dirais, parce qu'on sait aussi qu'ils vont un jour revenir en France ou en Europe en tout cas. Ok. Oui, sur cette notion de retour quand même. Complètement. Ça mais important. La carte des pays aujourd'hui, c'est quelque chose, je dirais, en dehors de l'Europe, c'est vrai, c'est du cas par cas. Ça va plutôt être du cas par cas. Donc il faut vous interroger et puis voir si c'est possible de faire. Il n'y a pas une liste prédéterminée entre guillemets, dire là c'est jouable, là c'est pas jouable, etc. Non, parce qu'en plus la liste pourrait être mouvante parce qu'il y a, il peut y avoir des configurations réglementaires qui évoluent dans un territoire. Il peut aussi y avoir, je dirais, la catégorisation par rapport à tout ce qui est conformité du pays qui peut aussi bouger, puisqu'il y a des territoires qui sont plus ou moins transparents dans les échanges de données avec la France, avec le Luxembourg. Ça veut dire que dans ces cas-là, vous devez avoir une cellule compliance qui est capable d'analyser à chaque fois en local. Tout à fait. On a ces données avec notre département Wealth Structuring et Compliance qui analyse aussi ces deux aspects. Question comme ça, les US personnes. Alors, nous n'acceptons pas, chez One Life, les US personnes, compte tenu des exigences fiscales que requièrent les États-Unis quand on est face à un de leurs ressortissants. Donc, malheureusement, pas possible chez One Life. Je propose qu'on se lance dans un petit match assurance vie française, assurance vie Luxembourg. Qu'est-ce que effectivement, alors j'ai listé, on va dire, 7-8 points. On a dit, effectivement, en matière de fiscalité en France,
Le match est nul, Le puisque match est nul. C'est identique. C'est idem un contrat de droit français ou de droit luxembourgeois, pas d'avantage. Par contre, effectivement, si dès lors qu'on a une ambition un peu d'internationalisation, là, le Luxembourg fera vraiment la différence. Tout à fait. À l'international, oui, parce que le contrat est neutre fiscalement. Mhm. Donc le contrat luxembourgeois qui sera emporté dans le nouveau pays de résidence fiscale du client suivra la fiscalité locale du nouveau pays de résidence, sans risque de double taxation, par exemple en cas de retrait sur le contrat. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est quand même un risque qui peut être important avec un peu de formalisme fiscal à faire derrière, si on veut faire attention à ça. En matière de protection des fonds, du capital investi, on va dire. Alors, en France, on sait qu'il y a ce fonds de protection à hauteur de 70 000 euros par compagnie d'assurance et par assuré, par souscripteur du contrat. À Luxembourg, effectivement, le triangle de sécurité et le nombre d'unités de compte déposées est garanti auprès de la banque dépositaire. Donc, victoire par KO. Je pense. Ok. En termes de gestion. Alors en termes de gestion, le contrat luxembourgeois a un temps d'avance puisque on va retrouver une dimension gestion collective comme sur le contrat français. Alors qui peut, cela dit, être de plus en plus étoffé côté France et moins certainement côté Luxembourg. Par contre, les compartiments d'investissement que sont le FID et le FAS sont quand même, je dirais, des boîtes à outils extrêmement riches, puisque, on l'a vu en fonction d'investisseurs qui ont la dimension financière suffisante, capacité d'aller chercher des sous-jacents très larges, avec, je dirais, pour des investisseurs catégorie D, un champ des possibles quasi illimité. Haute couture. Haute couture, exactement. Donc, victoire par KO aussi, voilà. Sur la partie gestion. Sur la partie univers d'investissement aussi, là, il n'y a pas de souci. Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait potentiellement, d'ailleurs, je ne sais pas, chez One Life, vous avez des fonds en euros? Non. Non, c'est bien ce qui me semblait. Non. Je sais pas, parce que quand tu disais fonds en euros réassurés au Luxembourg, je réfléchissais, mais ouais. Non, nous n'avons pas de fonds euros chez One Life. Donc, si on veut, entre guillemets, un fonds en euros, on ne va pas au Luxembourg. C'est exactement ce que tu disais. On ne recherche pas ça, on ne recherche pas de support immobilier, on ne recherche pas de fonds en euros. Si on veut être en fonds euros, il vaut mieux aller chercher les meilleures compagnies, entre guillemets, françaises, et on va faire autre chose au Luxembourg. Voilà. Okay. Et en termes d'accessibilité? Alors, l'assurance vie française est plus accessible. Les tickets d'entrée sur un contrat d'assurance vie française sont plus faibles que sur l'assurance vie luxembourgeoise, mais c'est lié, je dirais, aux catégories, on l'a vu tout à l'heure, d'investisseurs. Effectivement, le FID et le FAS nécessitent un certain niveau de patrimoine financier pour pouvoir avoir ce champ des possibles. Donc, l'investisseur doit être plus fortuné pour investir au Luxembourg, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que toi, tu me disais tout à l'heure plutôt 250 000. Mais c'est vrai qu'il y a certains contrats luxembourgeois sur lesquels on a un accès plus faible, pour le coup. Mais j'oserais dire, ce n'est pas des vrais contrats luxembourgeois. Dans le sens où, pour accéder au FAS et au FID, ce qu'on va aller vraiment chercher, c'est pas ça. On va se retrouver dans des fonds collectifs, sur un contrat avec des unités de compte un petit peu classiques. Et pour des enveloppes un peu plus faibles, d'ailleurs, je crois que même chez One Life, vous avez une accessibilité plus faible. En fait, c'est pas intéressant. C'est moins intéressant que certains gros contrats de compagnies françaises sur lesquels on peut avoir plein de supports. Donc, c'est pour ça que en fait, tu nous dis dans la cartographie de l'offre, il vaut mieux, quand on va au Luxembourg, vraiment avoir à minima 250 000 pour se positionner sur du FID ou du FAS, quoi. Oui, ça me semble un ticket important parce que on va déjà s'assurer a priori donc la catégorie A qui est la catégorie d'entrée dans le FID et le FAS pour un souscripteur, puisqu'il faut avoir à minima 250 000 euros de fortune mobilière nette pour pouvoir entrer sur ces compartiments financiers. Et ça va aussi permettre, par exemple, si on choisit un FID avec une société de gestion, d'avoir... la société de gestion va avoir, je dirais, une certaine dimension aussi pour pouvoir réaliser son mandat de gestion et aller chercher des sous-jacents diversifiés. Okay. C'est vrai qu'il faut ce ticket pour pouvoir, je dirais, profiter de cette architecture ouverte. Si j'ose une image,
c'est un peu comme si on était en Ferrari et qu'on était bridé à 50 à l'heure, quoi, sinon. Voilà, On va rester dans l'image haute couture. exactement. Ok, cool. Merci Anne-Carine pour ce match, pour le coup. Est-ce que, ouais, j'avais envie de te poser une petite question. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à ne pas faire, des pièges à éviter quand on veut mettre en place un contrat luxembourgeois sur lequel on pourrait se regretter plus tard? Ben, je dirais qu'une des premières choses à avoir à l'esprit, c'est vraiment de penser à regarder d'abord la catégorie du souscripteur, donc d'avoir cet audit du patrimoine financier du client. Ok. Parce que si on se lance, je dirais, sans avoir ce visu, on peut avoir des déceptions. Il peut y avoir des déceptions parce que si le client n'est pas dans la bonne case, entre guillemets, Mhm. il ne pourra peut-être pas avoir accès à des sous-jacents financiers qu'on lui aura fait miroiter. Et Oui. ça peut créer des déceptions. Donc c'est vrai, il faut prendre les choses dans l'ordre quand on veut proposer un contrat luxembourgeois ou quand on veut investir sur un contrat luxembourgeois. Prendre le temps de regarder la catégorie d'investisseurs pour savoir ensuite ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut ouvrir comme tiroir financier et quels sont les sous-jacents financiers auxquels on peut avoir accès. Ça, c'est vraiment le point important parce qu'on parle d'architecture ouverte et d'univers de sous-jacents financiers très large. C'est justement le problème. Quand on peut tout faire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. Et donc, il faut avoir commencé par le B à bas et se dire, je regarde dans quelle case je suis et je vois ensuite ce à quoi j'ai accès. Ouais. Pour ne pas avoir de déception, en fait, dans cet univers. C'est pour ça aussi qu'on évoquait, qu'on parlait du ticket à 250 bien 000 sûr. euros, parce que ça permet d'avoir une certaine dimension déjà, et donc un choix des possibles assez large. Ok, donc plutôt faire les choses dans le bon ordre, cartographier entre guillemets son patrimoine, voir ce qu'on veut mettre à l'intérieur du contrat, interroger la compagnie, vous interroger, Bien sûr. avoir un aval et ensuite on peut mettre les choses en place. C'est vrai que c'est une logique qui est un petit peu différente à ce qu'on peut avoir quand on conseille en fait des contrats français où là au contraire c'est ouvert à partir d'un certain montant. Ensuite, on définit une allocation d'actifs relativement en autonomie et après, voilà, c'est mis en place. D'ailleurs, la mise, je sais ce que tu vas répondre, mais est-ce que la mise en place d'un contrat luxembourgeois aujourd'hui, parce que est plus difficile, plus longue. Alors, chez One Life, vous êtes passé à l'heure digitale très tôt. Très vite. Encore, vous avez pas mal gapé ces derniers temps avec les outils et ça, c'est vraiment bien. Je crois d'ailleurs que vous étiez les premiers à avoir un parcours de souscription digitale, enfin vraiment au tout début. Dans les premiers, peut-être plutôt les deuxièmes, mais Ok. dans les premiers. Bon, mais c'était... moi, je me rappelle, les premières souscriptions qu'on faisait, il fallait imprimer un dossier de 150 pages. Enfin, c'était hallucinant. Maintenant, tout est digitalisé. C'est quand même bien. Enfin, le Luxembourg, tu le disais tout à l'heure, c'est modernisé là-dessus et c'est très cool. Et même en gestion, enfin, voilà, on voit que de plus en plus... Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre en fait en place un contrat d'assurance vie au Luxembourg aussi facilement qu'un contrat d'assurance vie en France? Alors, d'un point de vue digital, oui, on va vers une simplification et un accompagnement grâce à ces outils digitaux. Il n'empêche que le contrat luxembourgeois nécessite de se poser en amont. D'accord. Parce que, comme tu le disais très justement, à la différence d'un assureur français où on va prendre la liste des fonds et on sait ce qu'on peut faire, on a déjà connaissance des bornes, des délimitations, on ne l'a pas forcément sur le contrat luxembourgeois. Donc il est important de poser le cadre du client, de regarder aussi quel est l'environnement qu'on veut proposer au client. Est-ce que ce sera un feed? Est-ce que ce sera un face? Quels sont les sous-jacents que je veux proposer au client? Donc tout ça nécessite de se poser en amont pour être certain d'avoir les bonnes armes à proposer au client. Et idem sur tout ce qui va être, je dirais, justificatif en fait, sur le contrat luxembourgeois, origine des fonds, traçabilité. Ça nécessite aussi de poser les choses vis-à-vis du client. Donc un peu plus de préparation, clairement, en amont, sur le contrat luxembourgeois, mais parce on le disait tout à l'heure, on est en haute couture, oui. donc il faut prendre le temps de poser les choses, de bien dessiner les choses avec le client. Ok. Donc du coup, effectivement, la mise en place de contrats d'assurance vie Luxembourg est quand même plus sur des circuits de cabinets de conseil en gestion de patrimoine, de family office. Voilà, c'est entre guillemets, on ne peut pas aujourd'hui mettre en place un contrat d'assurance vie au Luxembourg tout seul. Alors, à ma connaissance, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de sites
qui propose de l'assurance vie luxembourgeoise en ligne parce que c'est quand même plus complexe. Ouais. Alors, en gestion collective, on pourrait imaginer que ça se fasse. Pourquoi ? Parce que l'univers de la gestion collective ressemblerait un peu à l'assurance vie française, avec des supports qui sont accessibles à tout le monde, et des critères de fortune pas nécessaires pour le client. Donc là, oui, ça pourrait se faire aussi facilement que de l'assurance vie française. Mais dès qu'on est sur les compartiments FID et FAS, il y a beaucoup de choses à borner, à vérifier en amont. Donc, très compliqué. Aujourd'hui, pour un profane, de mettre en place son contrat tout seul, parce qu'il risquerait d'y avoir peut-être quelques déceptions. Ça risque de coincer un peu. Ouais. On parle d'assurance vie au Luxembourg, là, mais c'est pas que l'assurance vie au Luxembourg, enfin, c'est pas que l'assurance vie, c'est aussi des contrats de capitalisation, c'est aussi des contrats de capitalisation pour personnes morales. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ces deux types de solutions aussi ? Tout à fait. Le contrat de capitalisation luxembourgeois existe aussi bien pour les personnes physiques. Hein. Alors là, c'est comme sur la copier-coller de ce qu'on peut faire d'un point de vue financier par rapport à l'assurance vie. Et d'un point de vue, je dirais, enveloppe et environnement fiscal, c'est exactement la même chose que ce qu'on connaît en France. Hein. Ça ne change absolument rien. On pourrait refaire un podcast exactement. On reprend les 45 dernières minutes et on repart en disant contrat de capitalisation. Tout à fait. En ce qui concerne les personnes morales, c'est tout à fait possible aussi de leur proposer un contrat de capitalisation luxembourgeois. OneLife n'ayant pas de fonds euros, nous n'avons pas de limite quant à l'acceptation des personnes morales, des typologies de personnes morales. On demandera en amont à vérifier bien sûr les statuts, l'objet social, et puis à lire le dernier bilan. Là, c'est parce qu'il y aura une lecture propre à OneLife de la fortune mobilière de la personne morale, qui est importante, comme on l'a vu précédemment, parce que ça permet de savoir ensuite ce qu'on peut proposer comme allocation. Ok, donc en gestion de trésorerie, c'est aussi une super enveloppe. Ça peut être de la gestion de trésorerie, ça peut être de la gestion moyen-long terme, effectivement. Si je te posais la question... aujourd'hui, si tu avais une seule raison de conseiller un contrat d'assurance vie au Luxembourg, ça serait quoi ? Parmi tout ce qu'on a dit, parmi ton expérience. Ce serait vraiment la personnalisation du contrat. On voit qu'aucun contrat ne se ressemble. Il peut y avoir des sous-jacents financiers qui sont choisis, qui sont similaires entre deux clients, mais il y aura toujours une différence parce que tel client va vouloir tel fonds de private equity, tel ETF. Le niveau des frais aussi est personnalisable sur un contrat luxembourgeois. Oui. La devise. Donc en fait, c'est vraiment ce sur-mesure, cette personnalisation du contrat qui permet de dire à vos clients que son contrat, ça va être son contrat à lui et que personne d'autre n'aura le même. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'on en a parlé rapidement, mais je trouve pas assez de la multidevise qu'on peut avoir, qui est accessible au Luxembourg. Et c'est vrai que quand on a fait le match Assurance Vie France, Assurance Vie Luxembourg, j'aurais pu en parler, parce qu'on en discutait un petit peu tout à l'heure. Typiquement, le franc suisse a un peu le vent en poupe. Protection, effectivement, contre une dévaluation de l'euro. Enfin, on le voit, on a certains clients qui nous interrogent justement là-dessus. Un contrat d'assurance vie Luxembourg peut être en combien de devises ? Alors, chez OneLife, le contrat en lui-même ne peut avoir qu'une devise. Ah oui, c'est la devise du contrat. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il faut faire très attention à ça. Parce que... Chez OneLife, en tout cas, une seule devise sur le contrat. Pour autant, à l'intérieur même du contrat, quand on est dans ces environnements FID et FAS, il peut y avoir des actifs détenus dans différentes devises, sans problème. Alors, je vais reposer la question. Les devises, vous avez quoi comme accessibilité de devises aujourd'hui pour le contrat ? Aujourd'hui, nous proposons donc l'euro, bien évidemment, le franc suisse, le dollar américain, la livre sterling, la couronne danoise et suédoise. Pas le yen ? Non. Ah, je t'ai persuadé. Non, pas le yen. Ok. C'est qui est quand même pas mal en termes de liste. C'est vrai. Donc ça, c'est la devise du contrat. Après, effectivement, à l'intérieur, on a des fonds qui peuvent être dans une autre devise. Complètement. Dans ce cas-là, quand même, attention au change, parce que l'effet change, il peut être un peu fourbe parfois. Ok. Ouais, tout à fait. Ok, donc ça c'est quand même très intéressant parce que c'est vrai que si on veut se protéger contre une dévaluation X ou Y ou jouer une monnaie, etc., on peut se dire, on met une partie en dollars. Exactement. On met une partie en francs suisses. Peut-être une partie en bitcoin bientôt.
peut-être. À voir, À voir. peut-être, Le avec Luxembourg une a 10 ans de évolution. retard. Donc. Mais Mais, c'est un argument pour des clients qui ont la dimension financière adéquate oui, d'avoir un contrat. Enfin, ils ou à peuvent avoir. l'international. Parce qu'à l'international, des fois, c'est super. Nous, on a des contrats, effectivement, avec des clients expats qui sont payés en dollars. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Pour eux d'ouvrir voilà, une enveloppe directement en dollars. On évoquait tout à l'heure qu'est-ce qui peut faire qu'on vient chercher un contrat à Luxembourg. Ça peut être justement, j'ai plusieurs contrats d'assurance vie en France en euros. Et au Luxembourg, je vais venir faire un contrat en dollars pour avoir une diversification sur la monnaie. Oui, c'est vrai que ça, c'est quand même un point de plus qui met par KO le contrat d'assurance vie en France. Pour le coup. Pas de sujet. Il n'y a pas de match, en fait. Quand tu regardes bien, en fonction de la typologie d'investisseurs, il n'y a pas match. Ok, très clair. Comment tu choisirais, toi, ton contrat ? Mets-toi dans la peau d'un de nos clients, mets-toi dans la peau d'un investisseur. Comment tu choisirais ton contrat ? Je choisirais mon contrat sur des... Alors, clairement, sur du feed, sur du FAS, ça c'est sûr. Sur une autre devise, effectivement, pour changer par rapport à ce qu'on peut connaître sur l'assurance vie française. Et j'irai chercher des sous-jacents financiers que je n'ai pas, auxquels j'ai peu accès dans l'assurance vie française. Donc, l'ETF, le titre vif, par exemple, qui sont quand même aujourd'hui, qui peuvent être assez difficiles enfin tout ce qui est ETF, on voit bien qu'ils sont assez difficiles à battre concrètement. Ah oui, ça reste une classe d'actifs très intéressante. Puis après, tous les contrats français ne sont pas ouverts, full ouverts sur ces sujets-là. Donc on a des listings effectivement chez les assureurs français qui s'ouvrent de plus en plus, mais ce champ des possibles qu'on peut aller... les ETF avec aujourd'hui des thématiques que sont la cybersécurité, que sont tous ces thèmes très porteurs, permettent d'aller chercher des sous-jacents qui sont quand même, certes volatiles, mais quand même avec des potentiels de capitalisation très intéressants. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des ETF classiques qui répliquent des indices globaux, mais après, des ETF très ciblés. Complètement. Aujourd'hui, sur les assurances françaises, il y en a très très peu, voire pas du tout, concrètement. Et si on veut être accompagné, le FID le permet avec une société de gestion qui sera potentiellement experte sur le sujet. Qui fait que de la gestion ETF, le cas échéant. Tout à fait. C'est l'intérêt, c'est d'être accompagné sous forme de mandat par des experts sur le sujet. D'ailleurs, on peut, pardon, excuse-moi de te couper, on peut mettre toutes les sociétés de gestion qu'on veut. Alors oui, on est là aussi en architecture ouverte. Chez OneLife, on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 250 sociétés de gestion, mais on agrée au fil de l'eau les nouvelles sociétés avec lesquelles on veut travailler. Quand on parle de contrats sur mesure et de personnalisation, un client qui dit voilà, moi j'aimerais travailler avec telle société de gestion, eh bien, sauf je dirais refus de la société d'ouvrir une nouvelle convention, en tout cas OneLife est tout à fait ouvert au fait d'ouvrir un nouveau partenariat avec ces sociétés de gestion pour répondre à la demande d'un client particulier. C'est vraiment du sur-mesure. Exactement. Parce que quand on pense que les meilleurs contrats d'assurance vie français ont quoi, 15, 20 sociétés de gestion maximum en mandat de gestion, toi tu me dis vous en avez 200, 250, c'est dingue. Et des sociétés de gestion en France, mais évidemment dans d'autres pays. Bien sûr. Donc on a, quand on parlait CHF tout à l'heure, on a bien sûr des sociétés de gestion en Suisse. C'est sûr. Ouais. Ça c'est très intéressant, mais effectivement il faut être bien accompagné. Exactement. Parce qu'on ne peut pas s'y lancer tout seul. C'est très compliqué. D'où l'importance. On ne travaille absolument pas en direct avec des clients finaux. C'est forcément intermédié avec des conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou avec des family office qui sont justement là pour accompagner le client et le conseiller sur tous ces aspects. Ok. J'avais une petite liste d'idées reçues. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Alors, je vais commencer doucement, parce qu'il y en a une que indirectement tu viens de répondre. La gestion de contrat luxembourgeois est plus complexe qu'une gestion de contrat français. Oui, je dirais que oui. Oui, c'est plus compliqué parce que on peut mettre tellement de choses dans le contrat que c'est plus complexe parce qu'effectivement, il faut vérifier. Surtout si on regarde le FAS, le fonds d'assurance spécialisé, où là, y a beaucoup de choses à vérifier pour le client. Donc oui, c'est plus complexe de manière générale. Plus complexe, ok. Je vais en avoir une autre, mais là, elle est compliquée dans la réponse. Les contrats luxembourgeois sont-ils
plus risqué que les contrats français? Si on imagine du fonds euro à capital garanti, liquidité immédiate, et qu'on a à côté d'un contrat luxembourgeois à 100% actif exposé, Clairement, oui, mais il n'y a pas photo. en fait, c'est pas le contrat luxembourgeois qui va être plus risqué, ça va être vraiment le choix des sous-jacents financiers qui va Eh oui, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur? Exactement. Ok. C'est la boîte à outils en elle-même n'est pas plus risquée, c'est le choix des actifs financiers. Ok, très, très, très clair. Mais on a quand même une meilleure protection aussi de nos avoirs au Luxembourg. C'est vrai. C'est quand même... Ok. Tiens, il n'est pas possible de faire des rachats sur un contrat d'assurance vie au Luxembourg. C'est tout à fait possible. Ok. Ça peut être un peu galère. Alors, tout dépend de l'assureur. Si l'assureur n'est pas établissement payeur des taxes, oui, ça peut être plus compliqué sur tout ce qui est déclaration, mais voilà, c'est des choses... Ça se fait. Ça se fait Mais complètement. des stratégies de rachat partiel programmé, par exemple, c'est pas... C'est peut-être pas l'idéal c'est sur le contrat. un peu chronophage administrativement. Voilà. Ok. Surtout dans en plus dans une thématique d'investissement 100% unité de compte. Oui, puis après, ça reste du long terme, etc. Mais c'est vrai que, pour le coup, ce point-là, un assureur vie français, en fait, va payer la flat tax, etc. Là où vous le faites pas, vous n'êtes pas établissement payeur, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, ça, c'est propre à One Life. Il peut y avoir des assureurs luxembourgeois qui sont établissements payeurs des taxes. Mais Voilà. pourquoi tu es propre à One Life? Ça va le devenir ou c'est politique C'est quelque chose qu'on aimerait faire évoluer. d'accord, Tout ok. à fait. Parce que c'est vrai que... Ouais. bon, après, il faut faire un formulaire spécifique dans un délai imparti, etc. On a C'est discuté ça. tout à l'heure. Mais ok, donc un peu plus de galère, mais c'est jouable. Complètement. Ok. Et j'en ai une dernière. Les contrats luxembourgeois sont réservés aux expatriés. Alors non. Ouais. Le contrat luxembourgeois, évidemment, s'adapte bien aux non-résidents, mais tout à fait bien aux résidents fiscaux français, pour toutes les raisons qu'on a pu voir tout à l'heure, et principalement pour l'aspect financier, architecture ouverte. Je pense qu'on a quand même fait un bon panel sur cette dernière heure du contrat d'assurance vie Luxembourg. Est-ce que tu veux nous partager un dernier point, tant qu'on est là, avec nos auditeurs Est-ce qu'il y a un sujet qui te semblerait qu'on ait oublié? Parce qu'au final, même si on a essayé d'être assez large sur pas mal d'aspects, on a failli passer à côté de la multidevise qui quand même est intéressante, mais c'est bien qu'on ait eu l'occasion. Voilà. Puis sinon, peut-être simplement, pour ceux qui hésiteraient encore, hormis l'aspect sur mesure, parce que je pense que là, on a quand même bien compris le truc, il y a un autre point sur lequel tu voudrais insister? Le fait que les contrats soient aujourd'hui complètement transparents fiscalement, je pense que ça peut être rassurant aussi pour les clients, de se dire que voilà, il y a plus cette image peut-être sulfureuse qu'il y a pu avoir par le passé. Il y a une vraie je dirais expertise, une vraie transparence sur ces contrats, et qui permettent d'avoir plusieurs atouts en fait. Moi je trouve que c'est une belle boîte à outils, parce que il s'adapte très bien aujourd'hui à un résident fiscal français. Si demain on s'en va, on sait que ce sera aussi plus modulable. Et à ce titre-là, c'est vrai que c'est dommage de se priver peut-être de cet atout. Eh ben, je pense qu'on est pas loin d'arriver au bout. Merci Anne-Karine pour cet échange. C'était très sympa avec plaisir de discuter avec toi sur cette belle solution qui est l'assurance vie au Luxembourg. J'espère que déjà vous êtes restés jusqu'au bout. Ça, c'est bien. Et puis voilà, que cette solution-là, vraiment l'assurance vie au Luxembourg, a fait écho chez vous pour toutes les raisons évoquées. Sur mesure, très grande souplesse en termes de véhicules d'investissement, protection du capital, triangle de sécurité, super privilège, portabilité, gestion ultra sur mesure. Je pense que ça a été dit et redit. Donc l'assurance vie au Luxembourg est une belle solution, effectivement, un peu complexe à mettre en place. C'est pour ça qu'on est là, nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Et encore une fois, merci beaucoup Anne-Karine d'avoir été avec moi sur ce podcast pour ce bel échange concernant l'assurance vie au Luxembourg. Merci Philippe, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt.